une question qui est un peu en décalage par rapport au sujet, qui est assez complexe, il faut le dire. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous passiez beaucoup de temps forcément à lire et des contenus qui étaient sur l'écran. Est-ce que vous pensez en tant qu'auteur que l'attention est la même sur un écran que sur du papier? Enfin, je pense que non, mais je pense. Alors d'abord, l'inclinaison. Moi, j'étais justement quand j'ai commencé à passer beaucoup de temps à lire sur écran et notamment à lire des textes longs, hein, parce qu'on sait depuis toujours, les gens, en fait, l'écran a amené une croissance énorme de la lecture, hein, qui n'est nulle part dans les statistiques. Hein. Les gens lisent énormément sur écran, mais le problème, c'est qu'ils lisent des choses très courtes. Et donc c'est considéré comme une lecture papillonnante qu'on oppose à ce que les sociologues de la lecture appellent la lecture dense, une lecture immergée, par exemple dans l'imaginaire d'une narration, des choses comme ça. Et et puis quand on a commencé à lire des textes longs sur écran, pour partie à cause du développement des tablettes et des liseuses, mais aussi pour partie simplement à cause d'un transfert de pratique, on s'est rendu compte que la question de l'inclinaison de l'écran était incroyablement importante. C'est-à-dire, faites l'expérience chez vous, si vous avez, vous prenez vous devez lire un truc un peu long, sans le casser, vous allongez votre écran ou vous l'inclinez au maximum, ça n'a plus du tout la moindre. Il y a une fatigue de la lecture verticale. Hein. Bon, si on met ça à part, il est clair qu'en fait, la lecture sur écran, et notamment celle sur ordinateur ou smartphone ou dispositif connecté, c'est une lecture qui est multitâche. C'est une lecture qui est multitâche au sens où elle est soit volontairement, soit par intrusion d'autres signaux, elle est mélangée avec d'autres choses. Hein. Par exemple, si vous prenez l'écoute des conférences, cette conférence va être en vidéo. Mais je suis certain que les gens qui vont la regarder vont pas passer 1h15 à me regarder parler. Hein. Ils vont mettre en marche la vidéo et ils vont écouter pendant qu'ils font autre chose. Hein. Bon, là, et en pratique, si vous offrez, souvent les gens ils commencent avec la vidéo et puis ils ferment la fenêtre. C'est juste, on installe une vision. Donc les pratiques sont mélangées. Et ce mélange, il est soit productif, soit destructif de l'attention. Et ça dépend énormément d'une maîtrise des outils numériques. En dehors de ces ateliers à la Quadrature du Net, on essaye de faire des ateliers de maîtrise d'usage numérique. Alors on commence par des choses comme la protection des données personnelles, le chiffrement, des choses comme ça. Mais parmi les pratiques, il y a moi je suis frappé, c'est vrai que c'est particulièrement le cas chez les usagers de Windows, mais c'est aussi le cas chez les usagers de certaines distributions de Linux. C'est des machins qui bougent partout. Hein, on imite l'interface du Mac dans des trucs Unity, c'est une horreur. Enfin, des choses, il y a des trucs qui bougent partout. Il y a sans arrêt des notifications qui vous disent c'est un nouveau email. T'as deux tweets qui parlent de toi, etc. Mais et ça, la maîtrise de ça, étant donné que l'attention, c'est addictif, l'attention des autres, c'est addictif. Donc c'est une maîtrise qui est très difficile, puisque ces messages, c'est des petits signes d'attention, quoi. Hein, et donc ça nuit considérablement à la lecture dense ou immergée, mais pas tellement parce qu'elle est numérique, mais parce que elle est plongée dans cet écosystème d'interruption.
Je sais pas si ça répond à votre question, mais le dernier point peut-être, c'est que ça dépend lecture. Pourquoi? Parce que par exemple, moi je relis des manuscrits sur Internet en les commentant pour révision ou édition. Jamais j'ai eu de problème à lire tout un manuscrit en 2-3 jours comme ça. C'est parce que pourquoi? Parce que là je lis pour faire. Et quand j'écris notamment sur mon blog littéraire, des fois je dis bon, combien de temps j'ai passé, comme il y a l'enregistrement automatique, je le vois, hein, je pense que c'est un quart d'heure, ça peut faire 3 heures, hein. Donc l'immersion, elle marche aussi sur le numérique, mais ça dépend de quelle pratique on a. D'autres questions? Pardon. Bonjour. J'ai fini tout juste hier votre livre Internet et création, que j'ai trouvé extrêmement passionnant et intéressant. Et je voulais savoir si, suite à sa publication, vous aviez eu des retours de bénéficiaires du système actuel de redistribution des droits et autres, sur des gens qui bénéficient du système actuellement, qui vous aurait dit qu'ils étaient intéressés et qui chercheraient à promouvoir ce type de nouveau financement de la création, puisque je me doute que donc tous les oubliés du système actuel sont intéressés par la mise en place de ce type de nouveau système. Et donc je voudrais savoir si voilà des bénéficiaires actuels vous auraient fait des retours intéressants à ce sujet. T'as pas de son? T'as pas de son? Non. Il y a un retour il y a un retour que j'ai jamais eu. C'est celui des paiements de l'éditeur. Et là, c'est une histoire triste, mais fréquente, et qui ne se passe pas que chez les grands éditeurs de Hachette. Oui, j'ai eu des retours. C'est-à-dire, il y a eu toute une période autour de 2008, entre 2008 et 2011, il y a eu une période où les sociétés de gestion et les grands acteurs du contenu se sont dit peut-être que ça va arriver, ces propositions, hein. Et donc ils discutaient. Alors ça se passait de la façon suivante, quand on faisait un débat à la radio, des télés qui s'intéressent à ça, ils nous rentraient dans l'art en disant que c'était complètement absurde ce qu'on voulait faire, qu'on allait tuer tout. Et puis à la sortie, on discutait ouais, un jour faudra y arriver, mais c'est pas mûr. Il faut d'abord que les comportements d'achat dans le numérique. Vous n'avez pas compris pourquoi les gens ne veulent pas acheter des copies numériques, hein. Ça, ils l'ont toujours pas compris. Ils n'ont pas compris qu'acheter un truc qui vaut rien, c'est un peu difficile de convaincre les gens de le faire, qui vaut rien parce que ils pourraient le faire eux-mêmes, donc ils savent que ça vaut rien, hein. Par contre, il y a quelque chose qui vaut quelque chose, c'est l'existence de l'œuvre, hein. Et donc les gens ils sont prêts à payer, ils le prouvent tous les jours dans le financement participatif pour l'existence des œuvres, et aussi ils le paient. Je veux dire, les abonnés de Mediapart, ils payent pas pour lire Mediapart, ils payent pour que Mediapart existe. Même chose pour arrêt sur image ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une transformation que les acteurs de la distribution ont du mal à comprendre ou à accepter, parce que ça va les forcer à fournir une valeur ajoutée, et c'est fatigant. Et surtout qu'ils ont viré tous les gens qui s'en occupaient chez eux de la valeur ajoutée, hein. C'est-à-dire les gens qui faisaient par exemple pour la musique de l'art and repertoire, qui passaient leur vie dans des boîtes à écouter des groupes pour en trouver un sur 100 qui pouvait peut-être faire 2 chansons, ils sont plus là, hein. Donc voilà, on a eu des tas de discussions avec les politiques, avec les sociétés de gestion, avec les acteurs du contenu. Parfois, c'était des discussions constructives. C'est encore le cas parfois. Aujourd'hui, il y a ces discussions autour du livre numérique et de l'édition. Ça se passe exactement de la même manière. Quand
quand on discute en public, on est des zozos, et quand on prépare, je sais pas, où on boit le pot après, même Alban Cerisier, qui est le secrétaire général de Gallimard et le président de la commission sur le numérique du syndicat national de l'édition, dit oui, c'est vrai, le problème de l'audience moyenne qui baisse, c'est vrai. Enfin, les discussions, il y a des discussions, ouais. Mais par contre, il n'y a aucun changement. D'autres questions là? Merci. Vous avez raconté que les partis politiques avaient supporté vos idées, qu'ils les avaient inscrites dans leur programme. Est-ce qu'ils l'ont fait de façon ambiguë ou est-ce que simplement ils n'ont pas du tout tenu leurs promesses? Et dans les deux cas, quelle conclusion vous en tirez en termes de stratégie d'action politique pour faire passer vos idées? Est-ce qu'il faut continuer Alors la première question, c'est ils l'ont fait de façon très inégalement sérieuse. C'est-à-dire, il y a eu des groupes de travail, aussi bien, par exemple, au PS que chez les Verts, qui ont travaillé à réellement élaborer des projets, je veux dire, avec une note de 20 pages, une note de 3 pages, une d'une page pour que le futur candidat puisse la lire, des choses comme ça. Donc, il y a eu vraiment un travail réel, mais il y avait des choses sur lesquelles toujours ils hésitaient. Par exemple, nous défendions l'idée qu'il était absolument critique que le livre soit inclus dans les dispositifs, justement parce que c'était celui qui n'avait pas encore connu les effets nuisibles de la concentration qui s'observe dans le numérique. Et ça, eux, ils étaient persuadés du contraire. Il faut laisser le livre numérique se développer et après, on pourra lui donner des règles du jeu. Hein. Donc ça, c'était vraiment des points un peu durs. Mais l'effet essentiel, c'est tout simplement, c'est plus que ça, c'est que les médias et les intérêts ont coopté le candidat qui était contre. Hein. Et ça a joué un rôle non négligeable, même si c'était aussi parce qu'ils avaient vu qu'ils ne feraient pas non plus la réforme fiscale de Piketty, qu'ils ne feraient pas non plus la transition écologique de Négawatt, parce qu'à chaque fois, ils diraient « Ah ouais, ça serait bien, mais on peut pas faire du tort à un ménage des classes moyennes, on peut pas faire... Donc, la leçon que j'en tire, c'est que il va falloir faire plus de chemin nous-mêmes et moins compter sur la conviction des décideurs, continuer à reconnaître les décideurs qui font des pas pour s'approprier les choses, continuer, mais ne pas compter sur eux. C'est nous qui devons construire les conditions de réalisation de politiques utiles. Et je dis pas ça spécialement pour celles sur lesquelles j'ai travaillé, hein. Même j'en pense qu'il y en a d'autres qui sont encore plus urgentes. Mais sur toutes ces choses, moi je défends aujourd'hui que sans une forme d'insurrection citoyenne pour imposer un agenda de justice sociale, pour sortir un peu aussi de l'économisme débridé et des choses comme ça, il sera impossible d'obtenir. Alors là, quand je dis ça, je parle pas forcément pour la quadrature du net. Hein, on va continuer à se bagarrer pour chacune des propositions qu'on porte, mais ça sera pas sans vous. Hein, ça sera pas sans vous. Hein. C'est quand j'ai expliqué à des candidats pendant les primaires, début des primaires socialistes, j'ai expliqué à des candidats que le numérique était un sujet important pour l'élection présidentielle et tout ça, mais ils m'ont rionné, quoi. Hein. De toute façon, vous allez voir, hein, on a élu un candidat qui a dit ma priorité numéro 1, c'est la jeunesse, et pas une fois, dans aucun discours, il a dit je vais aider les jeunes à faire ce qu'ils veulent. Il a dit je vais leur donner des allocations étudiantes, je vais leur rendre de meilleurs logements. Je suis désolé, en plus je dérive vers des sujets tendancieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.